Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un très grand plaisir que j'ouvre aujourd'hui notre premier webinaire de la session, je dirais, 2021-2022 du Think Tank Ressources, avec un panel assez exceptionnel que je remercie d'ores et déjà, Moussa Mara et Mokhtar Gawad. Alors, Mokhtar Gawad, vous êtes journaliste, vous avez été rédacteur en chef de TV5 Monde et de France 24, mais vous avez été aussi le directeur de la communication et un cadre dirigeant de la Banque africaine de développement. C'est avec amitié que je vous reçois aujourd'hui et je suis très heureux que vous ayez accepté de reprendre, entre guillemets, le chemin du journalisme pour pouvoir interviewer sur la thématique qui nous occupe, Moussa Mara. Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, ancien maire de la commune 4 de Bamako, vous êtes aussi un expert comptable et vous dirigez votre société. Vous avez été candidat et vous êtes candidat d'ailleurs aux prochaines présidentielles de votre pays. Très heureux de vous recevoir, merci infiniment. Moussa Mara, vous êtes là avec nous, mais votre caméra a été volontairement occultée pour les raisons de sécurité que nous avons évoquées tout à l'heure. En tout cas, avant de passer la parole à Mokhtar Gawad, je voulais juste donner quelques mots de présentation sur le think tank Ressources qui a été créé en 2004 autour d'un colloque fondateur à Libreville sur le droit à l'eau et à l'énergie, de la vision à l'action. C'est un think tank en fait qui rassemble, je dirais, des personnalités très diverses, des universitaires, des représentants d'ONG, des politiques, des journalistes, des hommes de santé, des financiers de fonds d'investissement, mais aussi des personnalités du secteur privé et du secteur public. C'est avant tout, je vous le dirais très franchement, depuis plus de 14 ans maintenant, une extraordinaire aventure humaine. Nous avons tous en fait cette conviction de l'importance première qui doit être accordée aux services essentiels et à leur accès d'ailleurs comme une source de développement humain. Alors aujourd'hui, on a choisi un thème de rentrée, le nouvel agenda des États-Unis, Chine et Moyen-Orient en Afrique au pluriel, avec évidemment une tentative d'évaluation de l'apport après plus de 6 décennies d'indépendance. Mokhtar Gawad va maintenant reprendre le flambeau pour pouvoir diriger gentiment ce webinaire et les questions qui vont nous arriver très régulièrement. À cet effet d'ailleurs, je vous remercie de bien vouloir utiliser le petit questions et réponses pour pouvoir préparer déjà vos premières questions au fur et à mesure du développement. Il y aura une présentation donc, de Mokhtar Gawad assez générale pour commencer, puis ensuite effectivement un échange avec Moussa Mara. Mokhtar, c'est à vous. Merci Patrice et merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous rejoindre pour cette thématique extrêmement importante à mes yeux. Je remercie aussi le Premier ministre Moussa Mara d'avoir pris le temps de rompre un peu son agenda politique personnel pour donner son témoignage en tant qu'ancien Premier ministre du Mali, un acteur important dans la thématique qui nous concerne aujourd'hui. Ces dernières semaines, pendant que l'actualité était dominée par le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, pendant que les les caméras du monde entier étaient braquées sur l'avancée des talibans et l'évacuation des dizaines de milliers de personnes de Kaboul, ailleurs, business as usual, notamment business as usual avec l'Afrique. Je vais vous donner quelques exemples précis. Le jour même, pendant que Kaboul tombait aux mains des talibans, nous avons appris que le stock d'investissement direct de la Chine en Afrique a dépassé les 47 milliards de dollars. Ce sont les Chinois qui l'ont annoncé le jour même de la chute de Kaboul. On a appris que la Chine aussi a investi dans plus de 52 pays en Afrique. Toujours la Chine, qui révèle des plans quinquennaux de sa politique vis-à-vis de l'Afrique dans tous les domaines. Développement écologique, renforcement du secteur manufacturier en Afrique et même vis-à-vis de la collecte et du contrôle du plastique en Afrique. Il n'y a pas un seul domaine que l'Empire du Milieu aujourd'hui n'explore dans sa politique tentaculaire en Afrique.
toujours pendant que les avions américains et européens faisaient leur pont aérien pour évacuer leurs ressortissants de Kaboul, business as usual, comme je vous ai dit, vis-à-vis de l'Afrique. Cette fois-ci, à Dubaï, la semaine dernière, au forum annuel pour l'investissement, les Émirats arabes unis ont annoncé la mise en place de plus de 150 milliards de dollars en investissement direct en Afrique et en Asie. Le Kenya notamment et l'Éthiopie seront les plus grands bénéficiaires de ces investissements. Vous le voyez donc, Patrice, les agendas des pays riches et des pays influents, puissants, sont bien remplis quand on parle de l'Afrique. Concernant les États-Unis, pays où je vis dorénavant, vous avez omis de le dire, mais je suis à New York, la nouvelle administration Biden a voulu très vite revenir sur ce qu'avait fait le président Trump, c'est-à-dire un repli. Et donc, l'administration Biden revient à un multilatéralisme que l'ancien président avait abandonné. Donc, dès sa prise de fonction, le président Biden s'est adressé aux chefs d'État des pays africains lors du dernier sommet de l'Union africaine. Il y a eu des signaux forts de la part de Washington envers quelques dirigeants autoritaires africains, ça c'est sur le plan politique, mais dorénavant, les deux grandes préoccupations de l'administration Biden sont la lutte contre le Covid, la pandémie que nous connaissons aujourd'hui, et contre le changement climatique. Et l'administration américaine a dit clairement qu'elle attend beaucoup de son partenariat avec l'Afrique dans ces deux domaines. Sur le plan économique, toujours, l'administration américaine dit vouloir dorénavant se concentrer sur les infrastructures, l'énergie propre et la santé dans ses investissements en Afrique. La conseillère Afrique à la Maison-Blanche a affirmé, je cite, « Notre objectif est de développer de façon drastique, un, notre commerce avec l'Afrique, et deux, nos investissements dans ce continent. » Les investissements dans les infrastructures, l'investissement dans les infrastructures sera le point essentiel de cette coopération américano-africaine. Mais malgré sa volonté de rompre avec l'ancien président Trump, Biden a quand même reconduit, voire dit vouloir accélérer et renforcer l'initiative Prosper Africa, ou l'Afrique prospère. Le but de cette initiative est de coordonner les activités de 17 agences de coopération américaines qui travaillent avec l'Afrique et de contrer la présence chinoise en Afrique notamment. En effet, les investissements des États-Unis en Afrique marquent le pas. Malgré des décennies de présence, je pense qu'on peut les chiffrer aujourd'hui, en tout cas sur le plan commercial, à peu près à 34 milliards en moyenne par an. Il y avait 37 milliards en 2019 et 32,5 milliards de dollars en 2020. Donc, il y a bien entendu des domaines où les États-Unis investissent directement et Prosper Africa, selon les agences américaines, aurait déjà permis la conclusion de 200 accords avec des entreprises africaines portant sur 22 milliards de dollars depuis 2019, date du lancement de cette initiative. La Chine, les États-Unis et les pays du Moyen-Orient ont clairement compris que l'Afrique est une terre d'opportunités pour leurs propres entreprises et leurs propres investissements. Même l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres qui, à l'époque, étaient centrés sur ce qu'on appelait la politique du chéquier, basée juste sur des dons et des prêts jamais remboursés. Dorénavant, ces pays investissent dans des secteurs qui rapportent.
agriculture, gestion des ports, pêche, matières premières. L'Afrique attire avec une population extrêmement jeune. Pour les pays du Moyen-Orient et du Golfe en particulier, ça rajoute aussi un vecteur d'influence important qui est la religion, qui est l'islam, sans tabou, et j'aimerais bien qu'on aborde ce thème. Il faut que l'on aborde cette question et ses conséquences, notamment dans le domaine sécuritaire, qui a des conséquences sur les investissements et l'attrait du continent. Et ça, je suis sûr que le Premier ministre Moussa Mara nous parlera de cela. Agenda politique, agenda sociétal, mais surtout agenda économique. Les partenaires de l'Afrique ne cachent plus leurs ambitions. Mais je commence à me poser moi-même une question. N'est-il pas arrivé le temps pour l'Afrique qu'elle dessine, qu'elle élabore elle-même ses priorités et fixe son propre agenda vis-à-vis de ses partenaires aussi puissants, aussi riches soient-ils? Il faut peut-être renverser la donne. Que l'Afrique dise à ses partenaires ce qu'elle attend. Voilà l'introduction brève que je voulais faire pour ce débat, mais M. Moussa Mara et moi échangerons pendant environ 30 minutes avant de laisser la parole à ceux qui ont des questions ou des remarques à faire lors de ce webinaire. Je privilégie toujours l'échange, Patrice, parce qu'il est plus instructif pour chacun et plus enrichissant qu'un discours à sens unique de la part d'autorités ou de journalistes. Encore mieux, quoi de plus pertinent que le point de vue d'un acteur, un ancien Premier ministre qui est aux commandes d'un pays qui a vécu justement les volontés des uns et des autres, notamment des puissances vis-à-vis de l'Afrique. Alors, je vais me tourner très vite et tout de suite vers M. Moussa Mara, l'ancien Premier ministre du Mali. Je le disais, n'est-il pas le temps pour que l'Afrique définisse son propre agenda et dise ses priorités, notamment dans sa coopération avec les pays riches? Monsieur le Premier ministre, je vous laisse le micro. Merci Mokhtar, merci encore une fois pour cette brillante introduction. Vous avez bien campé le sujet et notamment la priorisation accrue que les grandes puissances accordent d'abord au continent et ensuite accordent au sein du continent aux questions de business et de commerce de plus en plus. Et les chiffres que vous évoquiez montrent à suffisance la pertinence de ces orientations. Je voudrais, si vous me le permettez, remercier Patrice et le think tank Ressources pour l'initiative. Nous sommes sur 3 continents différents. Ce sont les miracles de la technologie. Et sans doute aussi, les participants, les spectateurs sont sur de nombreux pays différents et nous nous retrouvons à travers nos petits écrans à discuter de cette thématique qui est importante pour nous en tant qu'Africains. Et je la trouve très, très appropriée. La première chose que moi j'ai envie de dire dans mon entame, j'ai entendu Mokhtar, vous êtes revenu plusieurs fois sur l'Afrique. L'Afrique, pour moi, ce sont plutôt les Afriques. Parce que quand vous prenez notre continent aujourd'hui, c'est vrai, c'est un continent, mais c'est un continent qui est composé de 54 pays, 54 organisations politiques avec des vues, des visions, des stratégies qui sont différentes et quelquefois contradictoires. Et nous nous retrouvons tous à travers des institutions panafricaines et c'est tout l'intérêt de renforcer ces institutions panafricaines et de les aider. Celle que tout le monde connaît, c'est l'Union africaine, l'ancienne OUA qui a été créée, comme vous le savez, en 1963.
Aujourd'hui, nous nous retrouvons au sein de l'Union africaine. Et l'Union africaine, sa vocation principale, c'est vraiment de faciliter l'unité du continent, unité politique, mais aussi unité économique et un peu la collaboration des peuples africains. Mais 60 ans après son lancement, force est de constater que le chemin est encore long pour cette unité politique et économique et sur cette unité même de vision et d'action. Donc, ça fait que nous avons encore les Afriques. Et l'Union africaine est organisée en cinq grandes organisations régionales, comme vous le savez. Pour le cas de l'Afrique de l'Ouest, nous avons la CEDEAO, qui est une organisation assez structurée et qui progressivement essaye de trouver ses marques. Vous avez les autres organisations au niveau du Maghreb, au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique de l'Est et ensuite au niveau de l'Afrique australe. Et même à l'échelle des régions, il y a encore des difficultés de penser ensemble, d'agir ensemble. Si je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, nous avons des barrières linguistiques, des barrières de conception dues un peu à la colonisation, qui font que nous avons encore du mal à regarder dans la même direction. Donc, moi, la première chose que je voudrais dire d'abord, c'est que pour que l'Afrique puisse avoir son propre agenda, il faut que l'Afrique soit l'Afrique, quoi. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit une organisation qui va dans le même sens, qui a la même vision. Nous avons de grands programmes, certes, nous avons de grands agendas, nous avons des objectifs importants. Vous avez, par exemple, le programme des infrastructures pour le développement de l'Afrique, le PIDA. Vous avez le NEPAD, où les grandes orientations en termes d'infrastructures sont indiquées, sont souvent évaluées, mais on a de la peine à les engager parce que voilà, il y a des obstacles au niveau des pays. Donc, pour qu'on puisse euh, agir ensemble, penser ensemble, regarder dans la même direction, il faut que nous ayons un minimum d'unité. Et très sincèrement, je vous le dis, je n'y crois pas beaucoup à court ou à moyen terme. Je crois davantage au niveau régional, aux communautés économiques régionales, et qui sont à des échelles moindres, mais suffisamment forts et suffisamment pertinents pour peut-être lancer de grands chantiers qui peuvent intéresser les grandes puissances. Si je prends l'Afrique de l'Ouest, c'est à peu près la taille des États-Unis et c'est à peu près la taille de la Chine. C'est un peu plus peuplé que les États-Unis et 2 à 3 fois moins peuplé que la Chine. Je pense que c'est une échelle qui peut être suffisamment pertinente pour peut-être penser le développement, les infrastructures, les questions d'énergie, voire même les questions de gouvernance, afin d'avoir un peu une trajectoire homogène à l'échelle d'une vingtaine de pays, d'une quinzaine de pays. Moi, je vois plus comme ça, à moyen terme, la trajectoire de l'Afrique plutôt que l'ensemble du continent qui pourrait ou qui devrait s'imposer face à telle ou telle puissance. Ça, c'est à peu près ce par quoi je voudrais commencer. Peut-être dans les discussions, on pourrait aller dans certains sens de manière plus précise. Merci. Je rappelle d'ailleurs le titre de votre dernier ouvrage. Vous dites Cultivons, c'est le titre du livre, Cultivons nos Afriques Absolument. pour une renaissance culturelle africaine et effectivement dans sa diversité. Vous vous présentez très bien. Alors, Monsieur Moussa Moura, je voulais donc avoir aussi une question assez directe. Est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique est un champ de concurrence entre les différents acteurs, les différentes puissances? Et est-ce que cette concurrence, selon vous, est bénéfique pour les Afriques, les pays africains? Là, on entre de manière un peu plus détaillée dans le vif du sujet. Vous avez raison de l'indiquer. Je remarque simplement dans votre présentation brillante une grande absente, c'est-à-dire l'Europe. L'Europe qui est notre voisine la plus proche. Je vois Patrice opiner de la tête parce que quand même, c'est l'Europe qui partage avec nous les mêmes, grosso modo, les mêmes fuseaux horaires. J'ai l'habitude de dire on se réveille ensemble, on se couche ensemble. L'Amérique est un peu loin à l'ouest et puis l'Asie est un peu loin à l'est. Et toutes ces puissances-là, que ce soit à l'échelle de pays ou à l'échelle d'organisation, ont compris une évidence que vous avez rappelée. C'est que l'Afrique est la zone
de relais ou la zone pivot de la croissance mondiale à moyen terme, je vais dire ça comme ça. Parce que quand on regarde les différents continents, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique, bon, même l'Océanie, l'Afrique est le continent qui a le plus de retard en matière d'indice de développement humain, c'est-à-dire toutes les questions de besoins des populations. Mais en même temps, c'est le continent où il y a le plus de potentiel, d'abord en termes de ressources naturelles et de ressources de sous-sol, mais aussi simplement en termes de population. Vous l'avez aussi rappelé, c'est le continent où la démographie est encore la plus dynamique et où la population jeune est la plus forte et va en s'accroissant. Donc, les dynamiques de développement ou les dynamiques d'investissement, les dynamiques de développement de marché, précisément, passeront par l'Afrique. Quel que soit le cas de figure des années à venir, ça passera par l'Afrique. La question essentielle, et là aussi je vous donne raison, Mokhtar, c'est comment l'Afrique ou comment les Afriques ou comment les pays africains vont pouvoir utiliser cette attention de plus en plus importante des grandes puissances comme effet de levier pour rattraper ces mêmes puissances. C'est un peu ce que la Chine a réalisé il y a 40 ans, je vais dire ça ainsi, en utilisant les investissements extérieurs comme un pivot de développement important et puis rattraper les autres wagons par l'éducation, par la formation et puis par l'accroissement du niveau de vie des populations rurales et de la classe moyenne, avec un développement important de la classe moyenne. Donc, la question essentielle qui nous est posée, c'est ça. Que l'Afrique attire l'attention des grandes puissances, c'est une évidence. Vous l'avez rappelé, chaque grande puissance a sa propre histoire avec l'Afrique. Donc, ce n'est pas peut-être les mêmes façons d'agir ou les mêmes angles d'action, mais c'est clair que tout le monde s'y intéresse. Et les derniers, c'est ce que vous avez cité. Les pays du Moyen-Orient, on va en parler après, mais les pays du Moyen-Orient, jusqu'à présent, ne s'intéressaient pas aux questions d'investissement. Mais aujourd'hui, c'est leur priorité absolue. Moi, j'étais à Doha il y a 3 à 4 ans et j'ai vu des Rwandais à Doha. Et les Rwandais à Doha n'étaient pas venus pour une diplomatie religieuse, hein. Ils étaient venus pour vraiment présenter des projets bancables et ont eu des financements pour faire des usines au Rwanda avec le Qatar. Donc, c'est clair que, et c'est le cas de la Turquie aussi, évidemment, et ça, je ne parle pas d'Amérique latine, du Brésil et d'ailleurs. Donc, tous ces pays, toutes ces grandes puissances sont de plus en plus intéressés par le continent africain pour y établir des têtes de pont en termes d'investissement et donc relayer leur propre croissance et trouver de nouveaux marchés. Maintenant, la question essentielle, c'est comment nous devons utiliser ces intérêts comme pivot, comme levier, afin de pouvoir un peu rattraper une partie de notre État. Merci, Monsieur le Premier ministre. Évidemment, vous avez parlé de l'Europe et de sa présence historique. Bien avant la Chine, bien avant les États-Unis et les pays du Moyen-Orient en Afrique, mais comme l'impose le titre de notre webinaire d'aujourd'hui, nous nous intéressons à 3 zones géographiques, à 2 pays et une région que sont donc les États-Unis, la Chine et les pays du Moyen-Orient, mais rien ne vous empêche de comparer évidemment la présence de ces pays avec celle de l'Europe, de la Turquie ou des pays du BRICS. Alors, il y a une question qui revient systématiquement de la part des Américains et des Européens, qui est la transparence des relations entre la Chine et l'Afrique. Vous avez été Premier ministre, vous l'avez vécu, vous avez négocié certainement des accords. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Chine, dans son entreprise, dans ses investissements en Afrique, est transparente dans sa politique vis-à-vis de l'Afrique? Est-ce que ses velléités sont claires? Y a-t-il un agenda caché, comme on dit ici à Washington,
vis-à-vis de l'Afrique. Et là, j'aimerais bien vraiment, Monsieur le Premier ministre, que vous nous donniez des exemples concrets de négociations que vous avez eues avec vos partenaires chinois. Oui, c'est une question très précise. Je vais essayer d'y répondre. D'abord, dans un premier temps, pour ce qui concerne notre pays, la Chine a des rapports avec nous qui sont plus des rapports d'amitié et moins des rapports d'investissement. Ça fait que l'essentiel des réalisations chinoises au Mali sont plutôt des dons, des ponts, des routes, et, une université, la plus grande université du Mali, le plus grand campus du Mali. Ça a été réalisé sous forme de dons par la Chine. Il y a quelques investissements dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-industrie et qui sont très anciens. Les investissements chinois dans le domaine de l'agro-industrie au Mali, c'est les années 70. Donc, il n'y a pas eu vraiment de rapport de ce type. Mais quand j'étais Premier ministre, j'ai eu la chance de rencontrer le Premier ministre chinois à Abuja, au Nigeria, dans le cadre d'une conférence du World Economic Forum qui s'est un peu délocalisée au Nigeria. Et j'ai eu la chance de rencontrer le Premier ministre de Chine. Et je lui ai présenté donc un certain nombre de projets d'infrastructures combinés avec le secteur minier, parce que les Chinois sont très, très friands du secteur minier, du domaine minier, et ayant de grands besoins en la matière. Il s'agissait notamment d'un minerai de fer à l'ouest du Mali. Et le Premier ministre que j'ai apprécié en face, bon, le projet ne s'est pas fait, hein, c'est toujours encore dans les pipes, comme dans beaucoup de pays en Afrique. Mais ce que j'ai apprécié, c'est son pragmatisme. Parce que quand j'ai présenté les projets avec les chiffres qui étaient à notre disposition, il m'a dit très clairement, ben, si ces chiffres s'avèrent exacts selon nous, nos propres estimations, ben, nous ne verrons pas d'inconvénient à soutenir ces infrastructures. Ça, c'est bien un peu l'illustration des relations entre la Chine et l'Afrique, comme je l'ai vu ailleurs. La Chine et l'Afrique n'ont pas de passé colonial, n'ont pas de rapport conflictuel. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Et donc, quand la Chine aborde l'Afrique, ce que moi je comprends, c'est avec l'esprit de faire du business, de ne pas se poser des questions d'ordre politique, d'ordre de juridique ou d'autres types d'ordre, et avec l'esprit de la non-ingérence. Je pense, ça, c'est un terme auquel les Chinois tiennent beaucoup. Nous ne voulons pas que les gens s'ingèrent chez nous et nous ne comptons pas nous ingérer chez les autres. Vous avez du business à offrir, nous avons du business à faire, nous faisons le business. Et donc, du coup, ils se comportent comme des businessmen. Quand vous avez un investisseur étranger qui vient dans un pays, il ne se pose pas la question de qui gère le pays. Il se pose la question comment je vais gagner de l'argent, comment je dois traiter. Et quand vous avez un financier qui vient dans un pays, il se pose la question comment je vais être remboursé. Il ne se soucie pas de la tête du dirigeant. Comment je vais être remboursé? Quelle garantie je dois prendre pour être remboursé, ainsi de suite. Donc, l'État chinois, son rapport avec les pays africains, c'est un peu plus dans ce cadre-là. Bon, évidemment, pour une puissance qui se veut globale et donc sensible à certaines questions au niveau international, ça peut poser des questions. C'est ce que les puissances occidentales régulièrement reprochent à la Chine. Mais c'est cet esprit qui prévaut quand la Chine intervient dans certains pays, et on le voit dans les grands pays pétroliers, dans les grands pays miniers, qui concentrent une bonne partie des investissements chinois en Afrique, c'est sous cet angle-là que ces activités sont réalisées. Et donc, ici ou là, il peut y avoir des questionnements par rapport aux conditions d'exploitation, au respect de l'environnement ou à d'autres domaines. Mais c'est un peu le fait que nous n'ayons pas d'histoire commune, que nous n'ayons pas de rapport politique très fort, forgé par l'histoire, peut-être qui amène à ce que nos relations soient des relations exclusivement économiques, quoi. Je vais dire ça comme ça. Alors, de la Chine, je vais aux États-Unis et rappeler une phrase de Joe Biden face au président de l'Union, enfin au président africain lors du dernier sommet de l'organisation. Le président Biden mettait l'accent sur la démocratie et la gouvernance.
c'est du déjà entendu, du déjà vu. Est-ce que, selon vous, cela fait une politique? Parce que c'est vraiment reprendre des choses qu'on a entendues et n'est-il pas, encore une fois, euh, dans le faux? Parce qu'il faut quand même que l'on arrête, il faut le dire clairement, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de dirigeants africains demandent que l'on arrête ce genre de sermon. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce genre de discours de la part de présidents occidentaux et là, en l'occurrence, du président Biden? Bon, je crois que les présidents des pays occidentaux illustrent. Monsieur le Premier ministre, on vous a perdu. On vous perd, mon cher Moussa. J'espère que la connexion va revenir très vite avec Monsieur Moussa Mara, qui est donc l'ancien Premier ministre du Mali, dirigeant d'un parti politique et qui certainement même a déjà déclaré qu'il va être candidat pour l'élection présidentielle de 2022. Patrice, j'espère qu'on aura... Monsieur Moussa Mara, est-ce que vous nous entendez? Voilà, je suis de retour. On a eu une coupure d'électricité. Ça, c'est Voilà. malheureusement les Et habitudes voilà. de Bamako. Ouais. Bon, Et pas qu'à Bamako. Et pas pas qu'à seulement à Bamako. Bamako. Patrice en a Alors, en a l'habitude. Donc, je suis de nouveau là. Non, je disais que les chefs d'État des pays occidentaux traduisent souvent un peu leur propre orientation politique qui sont que ces pays se veulent des démocraties et donc soucieux de démocratie, se veulent des pays de respect des droits de l'homme et donc soucieux du respect des droits de l'homme. Moi, je ne pense pas sincèrement qu'on doive un peu opposer la liberté d'entreprendre à la liberté tout court, la démocratie aux investissements. On ne doit pas prioriser, on ne doit pas les opposer. Je pense on peut atteindre tous ces attributs en même temps. Maintenant, la question qui se pose pour ce qui concerne les États-Unis, c'est qu'il faut qu'on monte au même niveau d'importance les questions de prospérité économique et de démocratie. C'est vrai que, notamment au niveau des démocrates, les questions de liberté, de droits des minorités, de droits des femmes, de démocratie sont peut-être plus importantes que les questions de développement économique. Et ça, il y a des efforts à faire. Il faut vraiment que la question du développement économique, on la mette au même niveau que la question du développement politique, de la démocratie, de la liberté. Je pense que là, il y a des efforts à faire au niveau des États-Unis. Et le second élément, qui est aussi très important, c'est que les États-Unis ne manquent pas de grandes initiatives en Afrique. Vous avez rappelé les questions d'infrastructure, de changement climatique, les questions d'énergie déjà sous Obama, l'AGOA sur George Bush. Il y a eu de grandes initiatives, mais si on essaie de faire le bilan de ces grandes initiatives, on se rend compte que les réalisations sont très peu par rapport aux ambitions. Et la cause principale de ça, c'est la forêt de procédures que les États-Unis mettent en œuvre pour conduire aux avantages qu'ils accordent aux pays africains. C'est vraiment une forêt de procédures. Dans nos pays, il y a de la procédure, mais aux États-Unis, c'est sans commune mesure. Si vous voulez bénéficier des avantages de l'AGOA, il y a des efforts à faire dans tous les domaines, y compris dans le domaine du travail des enfants, par exemple. Et il y a un checking méticuleux de tout cela. Il peut y avoir, pour bénéficier de 1, 2 ou de 3 millions de dollars, il peut y avoir 200, 400, 500 indicateurs qu'il faut respecter. Donc, je pense que c'est là où il doit y avoir des efforts aux États-Unis. Faire en sorte de rendre accessibles tous les avantages qui sont ouverts par le gouvernement fédéral
aux pays africains afin de pouvoir aider les pays africains dans le sens de la prospérité économique. Je pense que le deuxième élément aussi, c'est que les Américains doivent apprendre à faire confiance aux institutions africaines. Vous avez par exemple la BAD. La Banque africaine de développement a de très bonnes initiatives, mais elle manque de ressources. Toutes les questions d'énergie renouvelable, la Banque africaine est en avance sur toutes les institutions multilatérales sur le continent africain. Donc, plutôt d'essayer de réinventer la roue et de pouvoir aller sur des projets spécifiques au gouvernement africain et au gouvernement américain, les États-Unis peuvent peut-être utiliser la BAD comme levier pour pouvoir agir dans le secteur de soutien aux énergies renouvelables, par exemple. Donc, je pense qu'il s'agit d'être plus pragmatique, d'être moins dogmatique. Ça, on le voit vraiment aux États-Unis, et d'être plus simple et de ramener la priorité économique au même niveau que les questions de droits de l'homme, de démocratie ou d'autres choses. Mais ne pas opposer l'un par rapport à l'autre, dire, ben voilà, on va laisser les droits de l'homme et autres, on va simplement se focaliser sur l'économie. Non. Si les pays sont des dictatures, si les pays ne sont pas bien gouvernés, vous avez beau mettre toutes les ressources du monde, ça ne marchera pas non plus. Donc, il faut mettre au même pied d'égalité un peu ces deux éléments et essayer de faire preuve de pragmatisme afin de faire des résultats. Je pense que la culture de résultats, c'est ce qui manque un peu dans les grandes initiatives américaines sur le continent. Et là, en la matière, il y a des efforts à faire pour le gouvernement fédéral. Je vous remercie et je peux apporter un témoignage personnel, dire que contrairement à ce qu'on pense, la bureaucratie américaine est extrêmement lourde. Allez renouveler votre permis de conduire ou changer une plaque d'immatriculation ici et vous verrez que en Afrique, nous n'avons rien à envier justement dans ce genre de processus. Alors, nous avons parlé de la Chine, nous avons parlé des États-Unis. Avant de prendre les questions de participants, je voudrais quand même parler des pays du Moyen-Orient. Quel bilan faites-vous de la politique dite du chéquier des pays du Golfe notamment? Et je ne voudrais pas ne pas aborder la question évidemment de l'islam et de la présence de certaines institutions financées par ces pays. Est-ce que vous avez un bilan à tirer de cette politique du chéquier et de ce revirement dont on parlait tout à l'heure de ces pays du Golfe qui dorénavant privilégient l'investissement et le profit, bien entendu. Est-ce que là aussi, vous avez puisque vous avez été Premier ministre du Mali, vous êtes un acteur important de la vie politique au Mali et en Afrique, est-ce que vous pouvez nous parler des pays du Moyen-Orient et de leur rapport avec l'Afrique? Oui, absolument. Vous avez raison de le dire. Hein. On va dire jusqu'aux années 90, la caractéristique principale, jusqu'à la fin des années 90, hein, la caractéristique principale de la coopération des pays africains avec le Golfe, c'était essentiellement le soutien au social, des dons, des actions aussi sur les questions religieuses à travers des ONG, de l'humanitaire. C'était très rarement, pour ne pas dire jamais, des investissements et des investissements à caractère économique, pour la prospérité économique. Maintenant, à partir de 2000-2001, avec justement les attentats du 11 septembre, dont on se souvient du 20e anniversaire, là, il y a eu un shift, quoi. C'est que tout ce qui concerne les ONG, il y a eu un blackout très important du monde occidental sur les ONG du Golfe et sur les ONG qui bénéficient de financement du Golfe. Et les pays du Golfe aussi ont été beaucoup plus regardants sur à qui nous envoyons notre argent pour éviter que ce argent soit utilisé demain ou après-demain pour commettre des actes violents. Donc, ça tarit un peu les sources sur les questions sociales, les questions humanitaires à travers les réseaux des ONG. Et les pays du Golfe se sont progressivement orientés sur le multilatéral du Golfe, notamment la Banque islamique de développement. Si vous voyez les 20 dernières années, la Banque islamique de développement s'est beaucoup développée en termes de financement
et a beaucoup accru son financement, notamment sur toutes les questions économiques, les questions de développement humain, les questions d'infrastructure. Donc, elle est devenue progressivement comme une banque multilatérale classique, Banque mondiale ou banque africaine de développement. Et les rapports entre les pays du Golfe et nos pays ont commencé à muter progressivement jusqu'à aujourd'hui, devenir carrément fixés sur les questions d'investissement et les questions économiques. Donc, le bilan de la diplomatie, entre guillemets, de la diplomatie du chéquier, c'est peut-être en termes de solidarité et quelque part aussi un peu d'éducation, ce bilan peut s'avérer positif. Mais en termes de développement économique, il n'a pas vraiment d'impact parce que seulement la coopération économique est en train de commencer. Maintenant, ces pays sont intéressés à investir, sauf que ces pays ne sont pas au même niveau que les États-Unis, la Chine ou l'Europe. Et donc, il n'y a pas dans ces pays de tissu économique ou d'acteurs économiques importants qui puissent être intéressés par des financements dans l'industrialisation ou dans d'autres domaines. Donc, il reste encore assez orienté sur un certain nombre de domaines, notamment le minier, et notamment l'immobilier, les infrastructures urbaines de manière générale, les constructions de ponts et autres. Et ça commence progressivement à se développer. Moi, je pense qu'ils ouvrent quand même une opportunité. Ils ouvrent une opportunité parce que ce sont des pays qui sont à la tête de ressources financières importantes. Le continent africain, les pays africains ou les communautés économiques régionales africaines doivent avoir avec les pays du Golfe, on va dire, deux types de rapports. Le premier type de rapport, c'est l'investissement direct. Mais là, dans les domaines qui les intéressent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le deuxième type de rapport, c'est des rapports triangulaires. Et ça, je pense que nous devrons développer cette capacité, c'est-à-dire trouver dans les pays du Golfe de quoi financer, trouver aux États-Unis, en Europe ou en Asie de quoi réaliser des projets, et trouver en Afrique de quoi accueillir des projets et d'offrir des opportunités de développement. Donc, utiliser les pays du Golfe cette fois-ci comme des financiers. Ça commence déjà, hein, ça commence, et notamment, malheureusement, on ne parle pas beaucoup d'Europe, mais les Européens ont compris, parce que les Européens, certains pays n'ont pas beaucoup d'argent. Par contre, ils ont beaucoup de capacités et beaucoup d'idées. Et je pense que Patrice, dans son domaine ou dans son ancien domaine, pourra trouver des exemples précis en la matière. Je pense que là, nous devrons développer ces capacités. Mais dans l'un ou dans l'autre, les pays africains auront besoin de vision. Je pense aussi d'organisation, être capable d'offrir des perspectives par rapport aux questions juridiques, aux questions d'opportunités d'investissement et de retour sur investissement, et de stabilité environnementale afin d'accueillir ce type d'infrastructure et ce type d'investissement. Je pense qu'on peut réaliser des infrastructures avec ce type d'opérations triangulaires et j'espère que ces opérations seront amenées à se développer dans les années à venir. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Moussa Mara. Je vois que nous avons beaucoup de questions de la part des participants. Donc, je vais laisser la parole à mon très cher ami Patrice, qui va relayer l'ensemble des questions et remarques. Et puis, on va continuer le débat, bien entendu. On est, Patrice, à 45 minutes. On est dans les temps. On est parfaitement dans les temps. Merci beaucoup, Mokhtar. Il y a une question qui a été posée par Cheikh Amal Dembélé sur la solution concrète. En fait, ça s'adresse bien sûr à Moussa Mara, sur la solution concrète de la prise de conscience de la jeunesse africaine pour un véritable, j'allais dire, réveil vis-à-vis justement des politiques qui sont faites par des pays tiers sur le continent africain. Ça, c'est une première question. Je pense que la question de la jeunesse a été très, je dirais, très
très brièvement évoqué. J'aimerais bien, Moussa, que vous puissiez nous donner un peu votre avis sur cette question. Et puis, effectivement, les questions commencent à s'enclencher les unes après les autres, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Mm. Merci, Patrice. Merci à Dambélé pour cette question. Effectivement, c'est une question qui est stratégique et transversale en même temps parce que l'Afrique est un continent jeune. Je crois qu'à l'échelle du continent, l'âge moyen tourne autour de 24 ans à l'échelle du continent, mais avec des disparités importantes entre l'Afrique du Sud qui tourne autour de 30 ans et des pays comme le Mali qui tournent autour de 17 ans. Nous avons un âge médian qui est autour de 17 ans, c'est-à-dire 50% de la population qui n'a pas 17 ans. Et donc, la question de la jeunesse, elle est classique, elle est vraiment importante. Les pays sont appelés à doubler de population tous les 20, tous les 25 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes prennent conscience? Je pense que la première chose, c'est l'éducation et la formation. Et nous devons vraiment investir de manière massive sur ces domaines afin de renforcer les capacités de nos ressources humaines. Parce que quand on regarde aujourd'hui les pays africains qui accueillent les investissements les plus importants, ce sont aussi les pays qui font les résultats les plus importants en matière d'éducation. Et ce n'est pas sorcier. Si vous investissez en éducation, ben vous vous rendez attractif et les gens viendront chez vous. Mais si vous n'investissez pas dedans, c'est difficile. Donc, il faut d'abord que les jeunes soient davantage éduqués et formés. Je pense que la deuxième chose qui relève de la jeunesse elle-même, il faut que nous nous informions davantage. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une formidable opportunité, mais les réseaux sociaux, malheureusement, ont tendance à nous enfermer dans un certain nombre de directions qui ne sont pas forcément bonnes, parce que les réseaux sociaux sont assez propices au sensationnel, assez propices un peu au complot, assez propices à tout ce qui apparaît comme vrai, mais qui est faux. Donc, il faut avoir la capacité d'aller au-delà de ça, avoir un esprit critique et savoir s'informer, se cultiver utilement. Quand on prend chacun de nos pays, on a beaucoup de faux débats qui ne nous mènent absolument nulle part et qui égarent les jeunes et qui les maintiennent un peu dans une sorte de déni. Si nous sommes dans cette situation, c'est la faute à X, c'est la faute à Y, mais jamais notre faute à nous en tant que pays, jamais notre faute à nous en tant que collectivité et jamais notre faute à nous en tant qu'individu, parce que l'individu aussi est un peu responsable de ce qui lui arrive. Je pense que ça, c'est peut-être la menace la plus grave par rapport à la jeunesse. C'est qu'elle puisse être enfermée dans le déni, dans l'auto-persuasion et puis finalement se noyer dans sa propre salive, comme j'ai l'habitude de le dire, et aller dans des aventures négatives de banditisme, de terrorisme, être aigri, être toujours dans la revanche, alors qu'elle-même, elle doit faire des efforts importants sur elle-même pour être un acteur important de son existence. Je pense que ça, c'est le second élément. Le troisième élément, c'est le leadership. Là aussi, nous avons des efforts à faire. Nous avons besoin de leadership vrai, leadership responsable, leadership redevable et qui disent en même temps la vérité aux jeunes et qui s'engagent avec les jeunes dans un vrai partenariat. Partenariat de vérité et de fourniture collective des efforts. Évidemment, à l'aune des possibilités de chacun, mais que chacun fasse les efforts qu'il doit faire pour que la collectivité s'en sorte. Si on travaille dans ces trois directions, oui, je pense qu'on pourra transformer la jeunesse africaine en levier. Aujourd'hui, c'est plutôt en massue que la jeunesse est, quoi. C'est une menace, ça renverse les régimes sans forcément de perspective. Après, les régimes qui viennent après les régimes renversés, ça les renverse encore. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On va dans un cycle sans fin de déstabilisation parce qu'on ne pose pas les vraies questions. Voilà à peu près ce que je voulais dire par rapport à cette question. Merci, merci Moussa. Mokhtar, si vous me le permettez, j'ai une autre question. Et celle-là, c'est une question en fait qui est posée par celui qui s'est positionné comme un spectateur anonyme, ce qui toujours m'interpelle terriblement quand on est dans un débat ouvert. Néanmoins, sa question est intéressante, donc je vais la citer. Sur le développement économique, qui est cité comme étant évidemment vital, mais pose ce spectateur anonyme, comment est-ce qu'on peut accompagner l'Afrique pour assurer une prospérité recherchée avec d'autres enjeux? Et les autres enjeux sont bien sûr l'environnement, la justice, la liberté, enfin donc un certain nombre d'autres, à la fois institutions et concepts.
c'est-à-dire l'économique, et d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure, Moussa n'est pas le seul élément, comment essayer d'avoir une conjonction ou en tout cas une avancée qui soit une avancée coordonnée. C'est la clé, hein? C'est la clé. C'est ce que je disais tout à l'heure de l'action des États-Unis. C'est de dire, on privilégie la démocratie, la liberté, la bonne gouvernance, mais si on ne travaille pas sur la prospérité, si on ne travaille pas sur le développement économique, on peut difficilement obtenir la démocratie dans un contexte de pauvreté ambiante et voire même d'extrême pauvreté. La question du curseur est la bonne et en même temps, c'est la question la plus compliquée à répondre. Jusqu'à quel niveau déplacer le curseur de la démocratie, de la bonne gouvernance, du développement économique en tenant compte de l'environnement, du contexte international, national et ainsi de suite. Moi, je pense qu'il y a un élément important dont on n'a pas suffisamment parlé, c'est aussi faire confiance au sens des responsabilités de ceux qu'on accompagne. C'est un élément stratégique. Les pays ont des histoires, les pays ont des sociologies qui ne sont pas les mêmes, les pays ont des trajectoires qui ne sont pas les mêmes. Vouloir faire à leur place, vouloir dire des choses qu'ils doivent faire sans forcément les écouter de ce qu'ils veulent faire, ça aboutit souvent à des erreurs importantes. Et l'exemple de l'Afghanistan aujourd'hui est là pour le montrer, hein. C'est qu'on a voulu un peu construire quelque chose à partir du néant. Ben, au bout de 20 ans, on s'est rendu compte que finalement, on n'y est pas arrivé. Ben, il faut qu'on parte, on est parti. Et puis, la situation est redevenue comme elle était 20 ans avant qu'on intervienne. Donc, peut-être que dans un premier temps, si on avait écouté et on avait décidé d'aller dans le sens de ce qui est propre à la trajectoire historique de ce pays, peut-être qu'on ne serait pas après autant de morts et après autant de milliards dépensés au point de départ. Je pense que c'est la même chose aussi avec les pays africains. Si on veut accompagner, il faut prendre le temps aussi d'écouter. Il y a des principes qui sont, je pense, il y a des principes qui ne sont pas négociables. Je l'ai dit tout à l'heure, la démocratie, ça ne veut rien dire d'autre que les populations choisissent ceux qui doivent les diriger. Absolument. Comment ils doivent les choisir, dans quelle mesure, avec quel niveau d'implication, ça se discute déjà. Mais les populations doivent décider de qui doivent les diriger. Et en matière économique aussi, c'est voilà, on investit pour générer de l'argent, tout le monde doit être gagnant et les revenus doivent être répartis de manière à peu près équitable. Et là, ce sont les États qui sont à responsabiliser. Donc, moi, je pense qu'il faut faire confiance au sens des responsabilités de ceux qu'on accompagne, faire preuve d'humilité, les écouter et essayer de co-construire quelque chose avec eux. Mais pour une collectivité, c'est aussi important la façon d'être dirigé que ben voilà, la prospérité de ceux qui sont dirigés. Il faut savoir agir sur tous les leviers en même temps. C'est la complexité du soutien aux États. Excellent. Alors, il y a une question, là, cette fois-ci, qui va être plus difficile. Mais je sais, mon cher Moussa, que ça ne vous fait pas peur. Il y a une question de monsieur Ousmane Sidib, qui est à Washington, d'ailleurs, et qui pose la question suivante. Je la trouve particulièrement intéressante. À quel prix sommes-nous prêts à accepter des investissements occidentaux, ou mieux, sur quelle base nous faisons des contrats avec les multinationales occidentales? Surtout, au moment de faire ce contrat, de réaliser ces contrats avec les acteurs africains, il y a un évident manque de connaissances techniques pour les investissements. Et en fait, c'est vraiment la question de la contrepartie, de l'équilibre en fait, des forces au moment de la rédaction d'un contrat. Et Ousmane Sidi fait référence évidemment à des contrats miniers. Il est vrai que nos administrations, face aux multinationales, sont, on va dire, en position de faiblesse en termes de capacité. Cela est indéniable. Mais en même temps, il y a déjà il y a des initiatives qui existent pour accompagner les États. Je sais qu'au niveau de la Banque africaine de développement, là aussi, vous avez de grandes initiatives pour accompagner les États par rapport aux questions juridiques sur les négociations complexes afin que les États puissent avoir
le soutien d'experts et de ressources particulières et de pouvoir négocier, on va dire, en position à peu près acceptable. Ça, c'est un second élément. Et un premier élément. Le deuxième élément est que maintenant, dans nos États, on va dire, nos législations sont à peu près les mêmes. Si je prends le Mali, le Burkina, le Niger, dans une moindre mesure, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo en Afrique de l'Ouest, nous avons à peu près les mêmes législations pour attirer les investisseurs et nous avons à peu près les mêmes codes miniers. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne collaboration entre les États. Par exemple, les États pourraient parfaitement collaborer pour se renforcer mutuellement, voire même se doter de capacités transversales qui peuvent les aider dans les négociations. Dernier élément, la diaspora. Là, je trouve, et cela est malheureux, quoi. Nos États, nous n'utilisons pas suffisamment les compétences de la diaspora pour nous aider dans les négociations complexes, dans le traitement des litiges complexes, parce que souvent, dans les problèmes miniers, il y a beaucoup de problèmes liés aux contrôles fiscaux, des divergences entre les États et les investisseurs par rapport aux interprétations des lois et autres, aux questions d'arbitrage international. Je pense que sur toutes ces questions, certains pays, c'est le cas du Mali sans doute, ont des capacités dans la diaspora qui peuvent aussi être utiles. C'est le lieu pour l'État d'être suffisamment intelligent et de savoir aussi bénéficier de ces ressources. Donc, d'un côté, entre la BAD, les institutions africaines, financières ou autres, les institutions régionales, les États voisins et la diaspora, chaque État a suffisamment de leviers pour pouvoir traiter quasiment d'égal à égal avec les miniers. Mais je voudrais profiter de cette question quand même pour lancer un appel, quoi. Les questions de fiscalité internationale, je pense qu'il est temps vraiment qu'on puisse travailler dessus. Le G7, la dernière fois, avec l'impôt minimum de 15% pour les multinationales, c'est bien. Même si moi, j'aurais préféré que ça soit beaucoup plus élevé que les 15%. Mais il faut que nous arrêtions avec les paradis fiscaux, quoi. Vraiment. Tant que les paradis fiscaux existeront, ben, il y aura toujours ce biais important par rapport aux questions des transferts de bénéfices, comme Patrice, qui a servi dans une grande multinationale, est très, très coutumier de ce genre de choses. En tout cas, il connaît bien. Il faut que nous puissions régler la question des paradis fiscaux et que nous puissions aussi travailler sur la fiscalité internationale. Ça, ce sont des choses qui sont totalement au-dessus des pays africains. Mais tant qu'on ne travaillera pas sur ces questions, ben, les pays africains verront des milliards et des milliards de dollars s'évaporer du continent. Est-ce que vous savez que les transferts financiers illégaux qui sortent du continent sont 5 à 10 fois plus importants que le flux d'investissement et le flux d'aide dont bénéficie le continent? C'est-à-dire aujourd'hui, quand on fait la balance entre l'Afrique et l'extérieur à l'Afrique, il y a plus de ressources qui sortent d'Afrique que de ressources qui y entrent. C'est quand même paradoxal pour une zone qui a besoin de ressources à cause des transferts illicites. Et ça, ce sont des sujets malheureusement dont on ne parle pas beaucoup, mais il faut qu'on en parle et que les grandes puissances puissent nous aider et que les institutions africaines puissent se saisir de ce dossier afin de tarir au moins en partie ces flux financiers illégaux qui sortent du continent. Merci, c'est très direct et particulièrement intéressant. Je ne connaissais pas en fait très franchement ce chiffre. Mokhtar, une dernière question me concernant, juste parce que je la trouve ouverte et surtout orientée vers, j'allais dire, une vision un peu plus constructive, assez constructive en tout cas. Stéphane Redon nous pose une question, Stéphane Redon, sur l'accompagnement concret des initiatives en tant que, et il le met entre guillemets, partenaire de l'Afrique. Évidemment, c'est un sujet, quand on parle de partenariat, qui est encore très vaste entre ce qui est businessman, etc. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, la durabilité des investissements, elle est aussi basée sur alors il faut l'accepter, il faut en tout cas le comprendre et l'accepter si on veut que ce soit pérennisé, sur une notion de partage des profits, une forme de répartition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui être dans ce que Moussa Mara a cité tout à l'heure, c'est-à-dire un rapatriement brutal des dividendes hors le continent africain, que ce soit aux US, en Chine ou ailleurs. Il y a effectivement le besoin pour établir la durée de partager. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, Moussa, ça?
Euh, L'Afrique aujourd'hui, c'est particulièrement Pardon, vrai. excusez-moi, et franchement, sans aucun angélisme, hein, il s'agit de quelque chose de tout à fait pragmatique, hein. Oui, oui, non, 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 ça, je vais essayer de répondre de la manière la plus franche possible. C'est que je dis l'Afrique aujourd'hui, c'est le cas particulièrement de l'Afrique anglo. Ah, zut. Nous avons perdu encore Monsieur Moussamara. Patrice, euh, on l'attend, on le devise. Moi, j'ai juste pour combler évidemment le vide, cité, puisqu'on parle. Ah, Monsieur Moussamara, vous êtes revenu? Pas encore. Donc, pour combler juste. Voilà, je suis revenu. Toujours Ah, l'instabilité de l'énergie. Voilà. Non, je disais que c'est le cas particulièrement de l'Afrique anglophone où il y a une grande liberté d'agir, d'investir, où les règles ne sont pas aussi strictes que l'Afrique francophone. Mais si je prends l'Afrique francophone, c'est que nous avons le même droit. Nous avons le même droit des sociétés, nous avons le même droit commercial, c'est le droit de Voilà. l'OHADA. Oui, voilà. Et l'OHADA, la particularité, c'est que bon, voilà, les ressources puissent être transférées librement dès que les revenus sont réalisés. Et moi, je suis plutôt partisan de cela. C'est que un investisseur qui vient, qui se soumet aux règles d'un pays déterminé, qui paye ses impôts normalement, que quand il réalise un résultat après avoir payé tout ce qu'il doit payer, bah, c'est qu'il puisse jouir de ses revenus. Là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le vrai problème, c'est ce que je disais, c'est que le système fiscal international ou même le système financier et économique international est fait de telle sorte que on peut transférer les bénéfices avant même leur réalisation. Oh. C'est ce qu'on appelle les prix de transfert. Vous installez une filiale dans un paradis fiscal et cette filiale va facturer, surfacturer des choses à la société qui est installée dans le pays africain classique et la filiale va rapatrier les revenus. La société qui est installée dans le pays africain va constater des charges et donc va diminuer son résultat. Et tout ça, et cela de manière tout à fait normale avec des auditeurs qui vont venir certifier que c'est bon, des commissaires aux comptes qui vont dire que c'est bon, et puis c'est terminé. Alors qu'on sait que ce qui est facturé est surfacturé. Donc, il faut qu'on puisse faire en sorte d'abord que les paradis fiscaux, on les arrête. Que chaque fois qu'un franc de bénéfice est réalisé quelque part, que ce franc supporte les contributions fiscales et autres qu'il doit supporter. Je pense que c'est bon même pour le business au niveau international. Mais ça ne dépend pas de l'Afrique, ça dépend des grandes puissances internationales. Donc, dès lors que le business est fair, c'est-à-dire il est équitable, où les revenus sont constatés normalement, où les charges sont constatées normalement, où les impôts sont payés normalement, moi, je n'ai pas de problème à ce que les gens puissent jouir de leurs dividendes. Donc, c'est plutôt en amont qu'il faut agir. Les questions de droit fiscal, de comptabilité, les questions de paradis fiscaux, c'est là où on doit agir afin que chaque investisseur, et notamment multinational, puisse s'acquitter de ce qu'il doit payer normalement dans les pays qui l'accueillent. Si la fiscalité est normée, après la fiscalité, les gens jouissent de leurs revenus comme bon les entendent. C'est sur la fiscalité qu'on doit agir et on ne peut pas agir à l'échelle d'un pays. Il faut qu'on agisse à l'échelle du continent, voire même à l'échelle internationale. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que là, je m'adresse à l'expert comptable d'abord, avant de m'adresser au Premier ministre. Mais vous le savez bien, depuis une dizaine d'années, les prix de transfert dont vous parlez ont fait l'objet de restrictions drastiques, pays après pays. Et c'est heureux d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y a eu dans le temps un certain nombre d'abus qui ont été pratiqués, mais qui aujourd'hui deviennent de plus en plus compliqués, complexes, difficiles, voire remis en cause dans différents pays. Je pense que vous n'allez pas me démentir sur ce sujet-là. Mais je reviens un peu sur la question du partenariat.
est-ce que vous considérez qu'effectivement l'apport de la technique, le savoir-faire, voire éventuellement d'ailleurs aussi, j'allais dire, toute la capacité d'innovation que peuvent développer certaines entreprises, doivent en fait motiver une forme de rémunération qui est une rémunération normale du travail accompli. Et moi, je pense, enfin, je vous pose cette question-là, est-ce que vous encourageriez demain, dans d'autres circonstances dans votre pays ou sur le continent africain, des opérations dans lesquelles des sociétés à la fois européennes ou chinoises ou américaines et africaines puissent travailler, je dirais, de manière relativement équilibrée? Moi, je C'est pas de pense que... l'angélisme, hein, Non, c'est que non, le profit, ça se je comprends. partage. Je comprends, Patrice. Pour moi, en fait, ces choses sont prévues juridiquement, c'est-à-dire la notion d'apport en industrie existe. Elle existe dans nos législations. Donc, quand les gens apportent de la renommée, les gens apportent du savoir-faire, les gens apportent des compétences particulières en fonction des circonstances, d'abord les rapports entre les investisseurs eux-mêmes, les actionnaires, et ensuite par rapport au pays d'accueil, ce sont des choses qui peuvent être évaluées et être considérées comme du capital. Donc, dès lors que ça, c'est une perspective qui est ouverte, ce sont les négociations qui permettront d'en fixer le périmètre et donc de le mettre en œuvre et après de le rémunérer parce que le capital, il est destiné à être rémunéré. Sur cette question qui est très pointue, très technique, ça dépendra plus des investisseurs et de la législation du pays d'accueil, mais c'est des choses qui sont prévues généralement et dans le monde anglo-saxon et dans le monde francophone. Donc là-dessus, il ne devrait pas y avoir de problème. Évidemment, il y a des professionnels assermentés qui sont commis pour les évaluations et autres, pour un peu donner le cadre de confiance à cela. Cela n'est pas un problème. L'autre élément sur la question des prix de transfert, vous avez raison, mais c'est très technique, c'est très pointu et ça nécessite une expertise tellement forte que nos pays sont un peu à la ramasse. Même ici au Mali, nous avons la réglementation des prix de transfert. Oui, bien sûr. Mais quand vous allez aux impôts, c'est pratiquement à la tête du client, quoi. Donc, il y a des efforts importants à faire sur cette question. Mais cette question, elle est vraiment stratégique. Mais là où moi, je pense, on ne peut pas gérer la question des prix de transfert si on ne traite pas des paradis fiscaux. Encore une fois, j'insiste beaucoup dessus. Ce sont les paradis fiscaux qui sont à la base des prix de transfert. Il faut vraiment qu'on traite la question des paradis fiscaux. Maintenant, les pays qui se sont constitués avec un modèle économique de type paradis fiscal, il faut peut-être trouver les moyens de les aider à se réorienter. Mais ça fait tellement de mal aux investissements étrangers et internationaux, au commerce international et à l'équité entre les nations que les grandes puissances ne peuvent plus fermer les yeux dessus, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait un travail fort là-dessus. L'Afrique paye le tribut très, très fort à la question des paradis fiscaux. Alors, Mokhtar, on va pas échapper à une question sur les rapports Chine et les Afriques. Je crois que là, je vais être obligé de citer la question que j'ai sous les yeux et qui est élaborée par notre coordinatrice du think tank ressources, Yoleni André. Et je vais vous la poser, Moussa, parce que je pense que vous allez pouvoir nous donner une réponse intéressante sur ce sujet-là, sur la question d'équilibre, et notamment sur ce qui s'appelle la coopération entre la Chine et les Afriques. Et l'exemple qui nous est donné par Yoleni André, c'est l'Angola, où la Chine a mené de très grands projets d'infrastructure, la ville de Quilamba, Kaxi, etc., dans laquelle les entreprises chinoises et étrangères ont conçu, construit, maintiennent des projets avec des contrats qui emploient jusqu'à 70% de main-d'œuvre chinoise. On se retrouve donc avec des projets qui ne créent pas beaucoup d'emplois à l'échelle locale, ni même de transfert de compétences, et qui ne sont pas forcément adaptés au mode de vie des populations. Comment est-ce que vous pensez qu'on puisse, à l'avenir, adapter ces contrats à quelque chose de plus profitable, je dirais, à la société en tant que telle, et pas uniquement à l'exécution court terme d'un contrat d'infrastructure? La première chose, d'abord, c'est la réglementation en termes de droit du travail, la réglementation en termes d'accueil des investissements étrangers. Mhm. Dans cette réglementation,
en fonction des pays, vous avez toujours une priorisation qui est accordée au contenu local, aux ressources humaines locales. Il ne doit pas y avoir la possibilité de recruter un étranger si les compétences existent sur le marché local. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire par rapport à la réglementation. Et ensuite, il y a un effort à faire en matière de faire respecter cette réglementation. Parce que vous avez la réglementation et ensuite, vous avez la capacité de faire respecter la réglementation. Là, il y a ici ou là des exceptions parce que, bon, voilà, les questions de corruption et autres éléments ne sont pas aussi étrangères. Hein. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Nous pouvons avoir la meilleure réglementation qui soit. Si ceux qui sont en charge de faire appliquer la réglementation, ils regardent ailleurs, ben, les choses se feront souvent à nos dépens. Donc, je pense qu'il faut agir par rapport à cela. Le deuxième élément qui est, à mon avis, aussi important, et j'insiste vraiment dessus, c'est que chaque pays doit avoir un peu son modèle, quoi, en termes de développement. Il y a des pays qui, la Chine elle-même l'a fait. Au début de l'ouverture, c'était des zones économiques spéciales, accueil des investisseurs et il y avait très peu de contraintes. Après, progressivement, ces contraintes ont été relevées au fur et à mesure où il pouvait y avoir de la substitution nationale aux investissements étrangers. Rien n'interdit les pays africains à adopter la même trajectoire. D'abord, dans un premier temps, on a besoin d'infrastructures ferroviaires, on a besoin de routes, on n'a peut-être pas des capacités pour concevoir ces infrastructures, pour les réaliser, les mettre en œuvre. On accepte la main-d'œuvre. Mais au même moment, on ouvre une école, on fait de la formation et progressivement, on fait de la substitution. Tout ça, c'est la capacité de nos pays à voir loin et à ne pas simplement accueillir les Chinois pour gagner une élection. Parce que nous avons aussi vu ça. Les Chinois venaient faire une route. Ce qui intéresse le président, c'est de pouvoir montrer simplement que la route a été faite et de dire, voilà, j'ai travaillé, votez pour moi. Mais si la route, on la situe dans le cadre de développement des échanges, de la connectivité intérieure et extérieure du pays et de développement même des capacités endogènes du pays à avoir une industrie lui permettant de réaliser des infrastructures demain ou après-demain, on a d'autres types d'approches. Et là, malheureusement, ça renvoie aussi à la notion de leadership, quoi, la capacité de se projeter. Et ça, ce sont des domaines où nous avons quelques insuffisances, il faut le reconnaître. Patrice, Monsieur le Premier ministre, juste pour continuer dans cette réponse par rapport à la Chine et sa présence en Afrique, il y a aussi une autre question, c'est le coût de la dette de la Chine, par exemple, de quelques pays africains envers la Chine. Vous parliez de l'Angola, je pense que sa dette l'Angola a 20 milliards, par exemple, de dette par rapport à la Chine. Et le coût, effectivement, de remboursement, le coût de cette dette est extrêmement élevé. Il y a eu un moratoire dans le remboursement, justement, de ces dettes, mais on commence à se dire, voilà, l'Afrique, effectivement, est en train de payer le coût d'une présence chinoise qui n'a toujours pas dit les secrets de son ambition en Afrique. Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, bon, cette question aussi, elle est très simple. Je dis, les Chinois, quand ils viennent comme des hommes d'affaires. Vous voulez que je réalise une infrastructure chez vous, je réalise l'infrastructure, voilà le coût, et voilà le remboursement, et voilà la garantie que je demande. Parce que vous verrez, les dettes à l'égard de la Chine sont toutes garanties sur les ressources. C'est pourquoi vous verrez les investissements chinois, quand vous les cartographiez sur le continent, bizarrement, c'est la cartographie des pays, des zones où on exporte du pétrole, où on exporte les mines les plus importantes d'Afrique. C'est là où les Chinois ont réalisé les plus grandes infrastructures. Parce qu'effectivement, chaque investissement doit être couvert par les ressources disponibles dans le pays. Ils agissent comme des hommes d'affaires. Ils ne se préoccupent pas du régime, ils ne se préoccupent pas de démocratie ou autre. Ils viennent, on réalise, on se fait payer et voilà. Maintenant, les pays qui reçoivent ces investissements,
Je pense que là où la question se pose, c'est dans ces pays-là. C'est-à-dire, au moment où on a reçu ces investissements, est-ce qu'on a d'abord bien évalué les coûts convenus avec les Chinois par rapport aux investissements? Parce que souvent, c'est des investissements réalisés par les Chinois, conçus, réalisés totalement par les Chinois. Donc, il y a une question de coût. Après, second élément, est-ce qu'on a bien négocié les revenus? C'est pourquoi j'ai dit souvent, il y a des chefs d'État, c'est juste réaliser l'investissement qui les intéresse. Derrière, ce n'est pas le revenu et encore moins le remboursement. Quand on investit dans quelque chose, la chose doit dégager suffisamment de revenus pour supporter le remboursement. C'est logique. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu les entreprises, c'est comme ça on réfléchit. Ce n'est pas forcément le cas dans beaucoup de pays. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où les gens sont dotés d'infrastructures importantes, souvent sous-employés, qui ne dégagent pas de revenus suffisants, alors que la dette doit être remboursée. Et on le voit dans un certain nombre de pays. Donc, plutôt que de s'en prendre aux créanciers, je pense qu'il faut que les débiteurs, on puisse leur demander des comptes, et notamment les vrais débiteurs qui sont les peuples, qui puissent être suffisamment informés pour qu'ils puissent demander des comptes à ceux qui ont inscrit leur pays dans ces directions. Les Chinois, c'est assez simple, hein, finalement. Je pense qu'il faut avoir avec eux des rapports d'investisseurs privés qui viennent réaliser des choses et donc avoir une bonne capacité de négociation des coûts, des conditions de remboursement, des taux d'intérêt, des garanties à donner, exactement comme si on reçoit un investisseur espagnol qui viendrait en PPP réaliser une centrale d'énergie et l'exploiter, quoi. Voilà. Je pense que tant qu'on ne fait pas cela, on sera toujours un peu tributaire de ça. Mais l'Afrique n'a pas le monopole en la matière. Hein. Suivez simplement la Grèce et quelques pays d'Asie mineure par rapport à la Chine, c'est exactement la même chose. Patrice, je pense que nous pouvons prendre encore une dernière question avant la conclusion de ces débats, puisque nous arrivons à 1h20 déjà, et donc on approche la fin du webinaire. Alors, merci Mokhtar, je ne voudrais quand même pas laisser sans écho l'un de nos participants qui a écrit pas mal de questions et qui met un dernier message là que je vais simplement vous citer parce qu'il me semble intéressant, même si effectivement les termes peuvent être considérés un peu comme choquants. Et ensuite, j'ai effectivement une question américaine qui va beaucoup intéresser Moussa et vous-même, Mokhtar. Donc, Jean-Emmanuel Devienne, qui a posé plusieurs questions, mais qui était plutôt liées à la sécurité. Et je pense que c'est un sujet que nous pourrons évoquer d'ailleurs dans un webinaire de nature un peu différente, sur la question de la sécurité des investissements et la sécurité des personnes, des biens, des infrastructures, etc. Il nous dit, la Chine, pour lui, c'est sa conclusion de ces quelques minutes avec nous, a démarré tout simplement une seconde colonisation de l'Afrique, ce n'est rien de moins. Voilà la position qu'il adopte. Effectivement, moi, j'ai un peu tendance et même si je suis effectivement un occidental, j'ai un peu tendance à faire confiance en fait à la capacité de résistance de nos amis africains et à leur intelligence. Bien sûr, ils ont des besoins, bien sûr, ils ont des besoins à réaliser rapidement, et donc il y a des acteurs qui ont cette capacité, comme les Chinois par exemple. Mais je pense que la longueur du temps, ils l'ont devant eux, et donc rendez-vous encore dans quelques années. Alors, cette question qui est posée, moi, je la trouve très intéressante. Dans son premier discours face aux dirigeants africains lors du dernier sommet de l'Union africaine, le président Biden a mis l'accent sur toujours les mêmes choses. La démocratie, donc le nation building, ce fameux nation building dont on parle, et la gouvernance en Afrique. Et vous ne pensez pas, ma question, mon cher Moussa, est-ce que franchement, vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il faudrait essayer de pouvoir peut-être adapter ou simplement poser la question dans l'autre sens, de la part des Africains vers les États-Unis? Mais posez la question comment, Patrice? En demandant simplement si la notion de démocratie, et dont on sait très bien qu'elle a des visages tout à fait différents en adaptation de pays à pays, de culture à culture, ne doit pas être forcément uniquement le visage de l'Amérique, d'une part, et puis les questions de gouvernance qui restent essentielles, parce que
Ça, c'est vrai. Les questions de gouvernance sont essentielles sur la pérennité des investissements. Je pense qu'il faut être sans doute beaucoup plus précis que ces mots qui sont brandis un petit peu comme des pancartes. Qu'en pensez-vous? Oui, bon, Mokhtar a posé la même question, hein. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il a posé la même question. J'ai eu la même réponse, hein. J'ai dit, la démocratie n'est pas négociable et il faut qu'on le comprenne. Que les Américains le disent ou pas, il faut qu'on le comprenne pour l'intérêt de l'Afrique. Je dis tout à l'heure, la démocratie, ce n'est simplement que le synonyme de les peuples décident de qui les dirige au moment où ils le souhaitent. Et je pense que ce principe n'est pas souhaitable. Le fait que le président Biden le rappelle n'est pas si mauvais en tant que tel. Je dis, pour moi, être focalisé sur la démocratie et la bonne gouvernance, c'est bien. Mais c'est encore mieux si on met au même niveau la prospérité économique, l'accès aux services, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. Et au demeurant, les États-Unis font beaucoup d'efforts en la matière. Ici, au Mali, les États-Unis sont le premier partenaire bilatéral dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé et de la sécurité alimentaire. Il ne faut pas l'oublier. Les États-Unis, il y a beaucoup d'actions qu'ils font et il ne faut pas les passer sous silence. Donc, le fait de parler de démocratie, c'est bien si on peut mettre la prospérité économique au même niveau et surtout si on peut ne pas vouloir inventer la roue avec des procédures extraordinaires pour aider, c'est encore mieux, quoi. Patrice, Très bien. j'ai deux remarques. La première concernant la phrase que vous avez reprise de la part de M. de Vienne, pardon, qui disait que la Chine, pardon, a tout simplement et largement démarré une seconde colonisation de l'Afrique. Attention, les mots ont un poids et une signification. Est-ce que M. de Vienne connaisse l'ensemble des méfaits de la colonisation et de la période coloniale en Afrique? Ce n'était pas des contrats comme ceux qui viennent aujourd'hui illustrer la coopération sino-africaine. Donc, il faut faire attention aux mots. Il ne s'agissait pas d'exploiter un certain nombre de peuples, leur nier leur histoire et j'en passe, parce que les historiens ont fait leur travail quand il s'agit de la colonisation. Que la Chine défende ses intérêts partout dans le monde et en Afrique, c'est son droit. Qu'elle essaie de tirer profit de ces contrats, mais c'est tout à fait normal. Mais que l'Afrique, comme l'a dit si bien Monsieur le Premier ministre, Monsieur Moussa Mara, se dote de moyens et s'arme de moyens pour défendre ses intérêts, c'est ça le projet. Donc, il ne s'agit pas de vilipender la Chine parce que ceux, notamment en Occident, en Europe et aux États-Unis, qui attaquent les Chinois sont les premiers à faire des contrats juteux avec eux. Donc, il faut que les choses soient dites et de façon claire. Ma deuxième remarque est sur la démocratie, hein, comme vous avez répété la même question que nous avions abordée avec Monsieur le Premier ministre dans le début de notre échange. Évidemment qu'il faut rappeler tout le temps les bienfaits de la démocratie, c'est de la tautologie, on le sait, et l'Afrique avance. L'Afrique n'est plus comme elle était avant, dotée uniquement de dirigeants, de potentats, etc. Et son peuple s'éveille et avance à son rythme. Et je pense que ce que je retiens de ce qu'a dit M. Moussa Mara, c'est qu'on laisse l'Afrique à son rythme et à sa façon de faire. Aux États-Unis même, nous avons vécu lors de la dernière présidentielle un rappel crucial de la valeur de la démocratie. Il y a eu une tentative de coup d'État constitutionnel par un président en place qui était Donald Trump. Et là, les États-Unis ne doivent pas toujours oublier qu'ils doivent aussi défendre la démocratie comme elle l'est dans ses vertus chez elle. Voici deux remarques que je voulais faire, mais je suis sûr que ça peut servir aussi de conclusion parce que nous arrivons à la fin, mais évidemment, le mot de fin reviendra à M. Moussa Mara pour nous dire évidemment l'importance de l'Afrique aux yeux du monde et l'importance de son pays aussi à ses yeux et qu'il défende ses intérêts comme il le fait si bien. Voilà ce que je voulais dire et je donne la parole à M. Moussa Mara.
Bien, merci Mokhtar. Je suis tout à fait d'accord avec les remarques que vous venez de faire par rapport à la soi-disant colonisation de la Chine, de l'Afrique, et puis par rapport aux questions liées à la démocratie, à la promotion de la démocratie. Moi, je pense que peut-être il faut que sur le continent, on se persuade d'un certain nombre de choses. La première chose est que ces grandes puissances, ces grands pays sont intéressés d'abord par leur propre sort. Et ce sera de plus en plus le cas. Parce qu'à l'intérieur de ces grands pays, vous avez de plus en plus de courants conservateurs, de repli sur soi très importants. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis avec Donald Trump, et ce courant existe et se maintient. Donc, ça oblige les dirigeants à en tenir compte et donc à négocier pied à pied leurs intérêts. Et ce sera le cas dans les années à venir. Hein. Ce qui s'est passé hier et aujourd'hui avec la rupture du soi-disant contrat du siècle par l'Australie et qui a fait beaucoup de problèmes en France, ça illustre bien cela. Il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas d'amis, il y a des intérêts. Entre les grandes puissances, on se tape dessus en fonction des intérêts. Il faut qu'on se convainque de ça en Afrique. Qu'on se dise que le monde qui est en train de s'ouvrir, c'est un monde d'intérêt. Donc, nous-mêmes, nous devons savoir défendre nos intérêts. C'est là où l'unité serait importante parce que les 54 pays africains, aussi puissants qu'ils puissent être aujourd'hui et demain, individuellement, ne pèseront pas grand-chose face à ces grandes tendances et à ces grandes stratégies. Donc, il faut que nous ayons l'intelligence sur certains sujets à capitaliser, à mutualiser nos forces. Les négociations par rapport aux investisseurs, les questions d'infrastructure, les questions de financement, les questions climatiques, les questions d'énergie, toutes ces questions majeures, nous devons, à défaut de réaliser l'unité africaine absolue, nous devons avoir l'intelligence de nous mettre ensemble et de pouvoir négocier. Négocier avec les États, mais aussi négocier avec des investisseurs, parce que les multinationales aujourd'hui ont plus de puissance que les États. Mais si nous continuons à être divisés et à aller seul à seul dans les discussions avec ces acteurs, nous serons forcément perdants et nous risquons, je pense, de nous maintenir au mieux, voire même de dégringoler, quoi. Pour moi, c'est vraiment l'élément le plus important qu'il faut retenir. Le monde qui se préfigure ne sera pas un monde de bisounours avec de la commisération, de la solidarité. Ce sera un monde où tout le monde va défendre ses intérêts, les puissants comme les autres. Donc, nous devons savoir le faire, avoir l'intelligence, la capacité de vision et utiliser toutes nos ressources. Et parmi nos ressources, nous avons une diaspora très importante qu'il faut trouver le moyen d'insérer dans la gouvernance, dans l'organisation et dans la gestion de nos pays pour bénéficier de leurs capacités. Donc, moi, je pense que c'est peut-être cette conclusion à laquelle je pense par rapport à ce webinaire qui est très intéressant. Et je remercie encore une fois Patrice et son équipe, et sans oublier vous, Mokhtar, pour avoir magistralement dirigé le panel. Merci vraiment. Merci et à une autre fois, Inch'Allah. Merci à vous. Merci Patrice encore une fois. Il est toujours passionnant de vous entendre, cher Patrice, et je remercie l'ensemble de l'équipe de ressources de ton think tank parce que vous faites un travail remarquable au service des services essentiels, comme on dit, mais aussi au service de l'Afrique. Merci Patrice, j'étais ravi de vous accompagner pendant ces 90 minutes. On s'est dit à très bientôt, Patrice. Absolument, absolument. Vraiment, il est 19 h, donc on a tenu un horaire impeccable. Merci à vous, Mokhtar. Vous avez endossé non seulement celui du journaliste, mais aussi celui qui a réagi avec un certain nombre de remarques pleines, à mon avis, d'instruction et de bon sens. Monsieur le Premier ministre, mon cher ami Moussa, merci infiniment de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Voilà, je donne rendez-vous en fait à ceux que le think tank Ressources passionne. J'espère qu'il y en a pas mal, et d'ailleurs, vous êtes assez nombreux en termes de participants aujourd'hui. À notre prochain webinaire qui aura lieu fin octobre, il aura lieu avec des spécialistes de la dette africaine. Je vais vous laisser découvrir dans les quelques jours qui viennent le panel que nous avons constitué, qui est un panel là aussi d'exception. Je vous donne donc rendez-vous, chers amis à tous,
à la fin du mois d'octobre. Merci encore, Mokhtar, merci Merci Moussa, bien à vous. Bientôt. et belle soirée.